Rebonsoir, madame, messieurs. Quelques petites imperfections techniques, comme ça peut exister dans toute initiative humaine. Nous vous demandons juste de ne pas nous en tenir trop rigueur. Nous avons donc remédié à la situation, puisque ce soir, dans cette communication politique, nous recevons effectivement Pierre Mamboundou, un des candidats à l'élection présidentielle du 30 août prochain parmi les 23 qui sont alignés donc sur la liste. Eh bien, tout de suite, je vais commencer. D'abord, bonsoir, Monsieur le Président, ou encore rebonsoir. Rebonsoir. Bien, merci donc pour la compréhension avec cet incident qui est arrivé. Mais votre curriculum vitae, vous me permettrez de le relire à nouveau, juste pour que nous soyons fixés. Né le 6 novembre 1946 à Mouila, province Langounier. Vous êtes marié, vous avez 5 enfants. Vous avez fait des études secondaires au Collège Saint-Gabriel de Mouila, lycée d'État de Ndendé également, le lycée Léon-Bas à Libreville, puis en France. Vous êtes diplômé, donc vous avez une licence en physique. Vous êtes un ingénieur des travaux des télécommunications. Vous avez donc une carrière professionnelle très riche, comme je le disais tantôt, enseignant au Centre régional d'études universitaires de la formation permanente à Perpignan, chef d'agence commerciale des télécommunications à Libreville. Vous êtes fonctionnaire international à l'ACCT, c'est-à-dire l'Agence de coopération culturelle et technique. Eh bien, je vais tourner la page pour dire ce que vous avez encore comme expérience. Vous avez une très grande expérience internationale. Je citerai juste, entre autres, mission d'expertise en 1980 dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables au Burkina Faso. Et puis, je vais épargner donc les téléspectateurs pour le reste. On va donc passer à votre carrière politique. Eh bien, une carrière politique qui commence en 1988, où vous fondez, bien entendu, vous êtes le président de l'Union du peuple gabonais, UPG. Vous êtes membre de la Société française de physique en 1990 et 93. Vous êtes donc exilé politique à Dakar, au Sénégal. Puis en 1996, vous êtes élu député à l'Assemblée nationale gabonaise. En 97, maire de la commune de Ndendé. 98, candidat au présidentiel. En 2002, vous êtes maire de la commune de Ndendé. 2005, vous participez encore une deuxième fois à l'élection présidentielle. 2006, réfugié donc politique à l'ambassade d'Afrique du Sud, suite à l'attaque du siège du parti par les forces de sécurité et de défense gabonaises le 21 mars 2006. 2007, donc toute cette année, vous êtes donc élu député à l'Assemblée nationale gabonaise. Et puis, toujours la même année, vous êtes président du groupe parlementaire UPG. Et aujourd'hui, vous êtes candidat pour l'Alliance du changement et de la restauration. Monsieur le Président, avez-vous quelque chose d'autre à ajouter sur ce curriculum vitae? Rien d'autre que cette fois-ci, la troisième, sera la bonne, grâce à l'Alliance pour le changement et la restauration. Alors on va vous laisser donc vous adresser en 2 minutes aux téléspectateurs qui vous regardent et aux populations. Je disais que cette élection se prépare, c'est mal préparé, déjà au niveau du collège électoral. Lorsque nous regardons le collège électoral tel qu'il a été annoncé, en n'ajoutant pas ce qu'on appelle l'abstention primaire, nous sommes à 800 et quelques mille électeurs pour une population gabonaise, je dis bien gabonaise, de 1 200 000. Alors je ne sais pas quels sont les enfants qui ont peut-être 2 ou 3 minutes qui vont voter le dimanche. Mais quand cela ne tienne, le Gabon est habitué à avoir des collèges électoraux de cette nature. D'ailleurs, le collectif des candidats avait, en son temps, appelé l'attention de toutes les autorités de la République pour que quelque chose soit fait pour crédibiliser une telle élection d'une telle ampleur, d'une telle hauteur. Mais malheureusement, nous n'avons pas été entendus. Alors nous allons aller aux élections dans ces conditions-là, où jusqu'aujourd'hui les gens continuent à s'inscrire sur les listes. Il y a des bureaux pirates et c'est le sport national de la triche. Voilà, Monsieur le Président, on va aller au vif du sujet. Et vous savez que l'Alliance, c'est pas moi qui vais vous le dire, l'Alliance propose donc un programme de gouvernement commandé
par la nécessité de trouver des solutions immédiates et durables aux préoccupations des Gabonaises et des Gabonais. Ce soir, avec Marinette Ngonga, préoccupations politiques qui sont très importantes en direction des populations gabonaises. Avec Martial Tchibinda, vous avez également des préoccupations économiques, peut-être des innovations apportées dans ce secteur. Vous aurez également avec Martine Piti, le social, dans lequel vous allez certainement proposer beaucoup de choses aux Gabonais. Et puis, en matière culturelle et sportive, c'est Tid Ndeni Komo qui s'en occupera et qui discutera avec vous. Enfin, en matière donc de coopération entre les différents pays partenaires au Gabon, que ce soit à l'étranger ou encore dans la sous-région, vous aurez des questions de la part de Sylvestre Mundunga. On va aller droit au but. Marinette Ngonga va vous soumettre quelques préoccupations sur le plan politique. Marinette. Merci Mathieu. Monsieur Pierre Mamboundou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bien le candidat investi par l'Alliance pour le changement et la restauration. Bien sûr. Monsieur le Président, j'ai une préoccupation à ce niveau. L'ACR a eu comme principaux signataires le professeur Pierre-André Kombila, maître Louis-Gaston Maïla et maître Ndao Rebogo. Du coup, cette alliance donne une coloration régionale. Est-ce que vous ne croyez pas, monsieur Pierre Mamboundou, que cela pourra constituer un frein à votre élection? Pourquoi voudriez-vous que cela constitue un frein? Vous entendez, vous parlez d'alliance régionale, qu'est-ce à dire? Nous avons consulté tous des personnalités de partis politiques qui souhaitaient aller avec nous. Oui. Mais nous avons consulté de toutes les horizons. Si, in fine, ce sont ces personnalités-là qui ont décidé de travailler ensemble, je ne sais pas quelle connotation voulez-vous donner à ce rassemblement. Il n'y a aucune connotation à donner du tout à ce rassemblement. C'est des personnalités qui ont décidé de travailler ensemble, qui ont estimé que pour gagner, il faut gagner ensemble, pour gouverner ensemble. C'est tout, il n'y a aucune connotation à chercher derrière cela. Effectivement, moi aussi j'ai entendu quelques exégètes parler de repli identitaire, parler de ceci et de cela, mais il semble que les gens parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Il faut savoir simplement que Pierre-André Kombila, Louis-Gaston Maïla, Moussa King et Ndao Rebogo sont des personnalités qui se sont regroupées in fine parce que nous avons consulté tout le monde. Oui, monsieur le Président. Et par décence, je ne vais pas donner les noms des personnalités que nous avons consultées, qui seraient bien le bec dans l'eau s'ils parlaient de ce regroupement sous ces termes que vous avez utilisés. Okay, on ne peut pas contraindre les gens à venir avec vous quand ils ne le veulent pas. Bien sûr, Monsieur le Président. Ça veut dire que vos électeurs ce soir doivent retenir que ce n'est pas une alliance régionale, mais une alliance qui doit travailler pour le bien-être des populations gabonaises. L'Alliance pour le changement et la restauration est un regroupement de partis de tous les patriotes qui veulent que le saut qualitatif, je veux dire la rupture qui a été prônée par le Président de la République lui-même, dans son discours du 1er décembre 2007, soit une matérialisation, soit une réalité dans notre pays. Souvenez-vous de ce discours, d'ailleurs qui mettrait bien en peine n'importe quel candidat du PDG aujourd'hui. Un candidat du PDG qui se présente aujourd'hui, qui va présenter quel programme? En se fondant sur quelle expérience qui n'a pas été brocardée par le Président de la République lui-même? On ne sait pas, mais cela dit, Monsieur le Président, fort de cette alliance-là, vous êtes sûr d'être élu le 30 août prochain. De toute façon, malheur à l'homme seul. Nous sommes 5. Oui, et l'alliance est jusqu'à aujourd'hui ouverte. Nous avons signé une charte qui laisse toute possibilité à qui le souhaite de venir. Oui, voilà. Même maintenant. L'Alliance est là pour vous soutenir. Vous avez consulté tout le monde et vous serez certainement élu le 30 août prochain. Nous sommes là pour ça. Oui, vous êtes élu ce 30 août. Au lendemain de cette élection, quels sont les grands chantiers politiques que vous allez entreprendre? Le premier grand chantier politique, c'est la restauration de l'autorité de l'État. Oui. Aujourd'hui, comme vous constatez, il n'y a plus de service public. Cela veut dire? Il n'y a plus de service public quand vous allez dans un bureau de l'administration. Qu'est-ce que vous demandez? Votre appartenance géographique, ethnique même, parfois clanique.
c'est pas ça l'État. C'est pas ça le service public. Alors il faut restaurer. Pour que chaque Gabonais, qui qu'il soit, quand il se présente dans un bureau, sur toute l'étendue du territoire, sache qu'il est servi par un autre compatriote qui n'a pas besoin de savoir quel est son nom, quelle est sa province, quelle est son ethnie, quel est son clan. Bien sûr. Et dans votre projet de société, Monsieur Mambundu, vous faites état d'un système de gestion administrative reposant à la fois sur la déconcentration et sur la décentralisation. Je veux avoir bien sûr, de précisions depuis maintenant 1996, et c'était une bonne chose, sont les acquis des accords de Paris. On a initié la décentralisation. C'est une excellente chose. Rapprocher le contribuable de l'administration, c'était une bonne idée à laquelle j'adhère. Aujourd'hui, la décentralisation est en panne. Est en panne parce qu'on a mis un peu la charrue avant les bœufs. Et ça veut dire? Ça voudrait dire qu'on a créé des entités décentralisées par opposition aux entités déconcentrées. Mais les entités décentralisées n'ont pas les moyens de leur vide de décentralisation. C'est pour cette raison que cette loi sur la 1596 devra être complétée par une loi qui définit le transfert des compétences pour que chaque collectivité locale ait les moyens de son action, moyens humains, moyens financiers et moyens matériels. Oui, vous parlez de déconcentration. Il y a un candidat qui vous a précédé à ce podium qui a parlé de la provincialisation. Et comment vous... Je ne suis pas là pour commenter les assertions d'autres candidats. J'estime simplement que je colle à l'esprit et à la loi qui existe aujourd'hui. Décentralisation veut dire qu'on rapproche l'administrateur de l'administré. Et aujourd'hui, dans notre pays, la décentralisation aurait dû être une bonne chose, mais il y a un couac parce que simplement le transfert de compétences qui est défini par la loi 1596 n'est pas une réalité dans notre pays. D'ailleurs, c'est l'un des chantiers que nous allons mettre en place. Faire en sorte que les entités décentralisées, par opposition aux entités déconcentrées, c'est-à-dire l'administration générale qui est déconcentrée dans les provinces et les départements, alors que les entités décentralisées, ce sont des entités qui ont une personnalité juridique propre, c'est des élus qui gèrent les entités. Monsieur Pierre Mambundu, veuillez être un peu plus explicite pour le Gabonais qui vous écoute à Omoy précisément. Qu'est-ce que vous voulez lui offrir dans cette réforme que vous apporterez? Ce n'est pas une réforme que j'apporte, je veux dire que je complète le dispositif actuellement en place. Aujourd'hui, il y a des mairies, il y a des départements. D'après la loi, ces mairies et ces départements doivent avoir un certain nombre d'activités de l'État central retrocédées à concurrence aux entités décentralisées. Par exemple, l'aménagement du territoire. Par exemple, la gestion des hôpitaux et des écoles. Par exemple, l'aménagement des voiries, ainsi de suite. Il se trouve que ces missions, qui sont bien définies dans la loi, n'ont pas pu se mettre en place parce que à la fois, il y a eu une volonté de décentraliser, mais il y a une volonté de retenir les prérogatives consécutives à cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mairies n'ont pas les compétences humaines, n'ont pas les compétences matérielles, n'ont pas les compétences financières. Alors, à quoi sert dans ces conditions-là la décentralisation? C'est pour ça que nous estimons, nous, que l'une des choses à faire immédiatement, c'est de faire voter une loi portant transfert des compétences. Marinette? Monsieur Pierre Mambundu apportera certainement des solutions à ce problème. Autre chose, en parcourant également votre projet de société, je me suis arrêtée sur le système législatif. Vous avez parlé d'un système législatif monocaméral. Est-ce que cela signifie que vous dénoncez le système bicaméral actuel? Ça veut dire que je pense que le système bicaméral actuel, c'est-à-dire 2 chambres, est un système qui pour moi est prématuré. Pourquoi, monsieur le... J'estime qu'aujourd'hui, notre pays, le Gabon, n'a pas besoin de fonctionner avec 2 chambres. C'est-à-dire le Sénat d'un côté et l'Assemblée nationale de l'autre, où nous avons l'un dans l'autre, je crois, 222, parlementaires pour un pays d'1 200 000 habitants.
Je pense que c'est trop. C'est une dépense supplémentaire qui n'est pas utile pour l'instant. Mais en disant cela, je m'empresse de rassurer ceux qui m'écoutent ce soir. Ok, monsieur. Les sénateurs qui sont actuellement en activité doivent savoir qu'il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui permet au président de la République de dissoudre le Sénat. C'est pour cette raison que pour supprimer le Sénat, il faut modifier la Constitution. Et vous entendez... Et cette Constitution sera modifiée, entre autres, pour cela, mais, entre-temps, nous mettons en place un dispositif transitoire qui permettra aux sénateurs actuels d'aller jusqu'au terme de leur mandat. Et quel est ce dispositif que vous allez mettre qui est transitoire, monsieur Pierre? Le dispositif transitoire, c'est simplement une ou deux phrases. Que le mandat actuellement en cours reste en poste jusqu'au terme du mandat. Oui, je reviens sur ça. Le candidat Mamboundou a parlé de ces réformes constitutionnelles. Cela m'amène à vous... Vous pouvez m'appeler président, madame. Monsieur le Président? Oui. Et cela veut dire, moi je voudrais savoir quel regard vous portez sur les institutions constitutionnelles actuelles. Écoutez, je crois que c'est un des acquis des accords de Paris. On a créé la Cour constitutionnelle, on a créé le Conseil national de la communication. Et je voudrais de ce point de vue-là que ce Conseil régule réellement la communication pour que l'équité du traitement soit respectée aussi bien pendant l'élection qu'après l'élection. Parce que nous avons assisté à des choses inacceptables, des comportements scandaleux, où toute une télévision d'État était occupée par un seul candidat. Ces manifestations étaient pratiquement passées en direct, alors que la télévision gabonaise, madame, Monsieur. Elle est financée par le contribuable gabonais. Ce n'est pas une propriété privée de quelqu'un. D'autant plus que c'est l'État. En même temps que vous qui travaillez ici, vous n'êtes pas les employés de quelqu'un. Vous êtes les employés de l'État. À partir de ce moment-là, vous devez traiter tout le monde à égalité. Ça sera certainement lorsque le candidat de l'ACR sera investi à la magistrature Mais c'est une suprême. des préoccupations, madame. Oui, ça veut dire qu'en dehors du CNC, vous n'avez pas pensé au CS ou... Évidemment, vous savez, le CS, je dois confesser, M. Maïla est là. Je n'avais pas vu, dès 1998, le bien fondé du CS. Dans mes réflexions, dans mes réformes, j'envisageais de supprimer le CES, le Conseil économique et social. Mais Louis Gaston, étant passé à la présidence du Conseil économique et social, il m'a fait découvrir que, en fait, c'était la seule tribune qu'avait la société civile. Et cette tribune-là ne devait pas être supprimée. Parce que, simplement, dans la disposition constitutionnelle, le constituant a fait obligation au Conseil économique et social de donner un avis sur tous les projets économiques et sociaux de l'État, y compris le budget. Mais depuis que cette structure est en place, on n'a jamais vu à l'Assemblée nationale un rapport du Conseil économique et social qui devait permettre aux députés de pouvoir analyser. Attention, le rapport vient, mais il n'est jamais présenté là-bas. Jusqu'à ce jour. Est-ce que c'est une réforme ou c'est... Ce n'est pas une réforme, il s'agit simplement d'appliquer, je crois, l'article 107 de la Constitution. Oui, et qu'est-ce que le candidat Mamboundou propose pour améliorer cette situation? D'abord, il faut commencer par appliquer la loi. Exiger que la loi de finances, avant d'être traitée par l'Assemblée nationale, doit être, traitée par le Conseil économique et social, et son rapport doit venir à l'Assemblée nationale pour que le Conseil économique et social donne les avis sur les choix économiques et financiers du gouvernement. Mais ce sont des avis, finalement. Mais est-ce que le Conseil économique et social que dont vous avez une vision autre pourrait avoir, par exemple, un avis peut-être un peu obligatoire vis-à-vis du gouvernement, non? Mais c'est un avis, c'est comme le Conseil d'État. Au plan économique et social, c'est le Conseil économique et social. Au plan administratif, c'est le Conseil d'État. Bien sûr. Il faut savoir que le gouvernement
avant d'envoyer tout texte à l'Assemblée nationale, est dans l'obligation de requérir l'avis du Conseil d'État. Quelle appréciation faites-vous de l'état de la démocratie au Gabon? Nous sommes en processus vers la démocratie. Pourquoi, M. Mamboundou? Mais parce que tout simplement, les règles du jeu ne sont pas respectées. Vous trouvez normal que des institutions se mettent, par exemple, à contribuer à la triche? Et vous luttez depuis très longtemps pour la démocratie, pour le pluralisme politique. Vous, élu le 30 août, qu'est-ce que vous allez faire? Quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place pour consolider la démocratie au Gabon? D'abord, faire respecter les lois de la République, madame. Il y a un adage qui dit qu'au Gabon, les lois existent. Oui, Monsieur le Président, mais qu'elles ne sont jamais appliquées. Oui, loin de vous interrompre, Monsieur le Président, vous faites très souvent état, vous revenez avec la loi et la loi. Mais nous savons également que la loi a l'esprit et la lettre. Mais vous allez vous appesantir sur quoi exactement? Sur la lettre ou bien sur l'esprit? La loi, c'est un tout. La loi, c'est à la fois l'esprit et la lettre. Oui. Une loi sans esprit n'est pas une loi, et une loi sans lettre n'est pas une loi. Vous poursuivez, Marinette, une dernière préoccupation? Non, ce n'est pas une dernière, peut-être l'avant-dernière. Allez-y. Si j'ai du temps. Il s'est dit communément... 2 minutes. Oui, il s'est dit communément, M. Pierre Mamboundou, que vous avez fait Maba sur les 11 milliards alloués aux travaux de la commune de Ndende. Quel commentaire vous faites à ce sujet? N'eût été le respect que j'ai pour vous, madame, je me serais tué là-dessus. Oui, monsieur. Oui. Parce que le 1er décembre 2006, M. Paul Tungui a pris une décision. Après que j'ai présenté un projet une liste de 23 projets au président de la République, à qui je demandais de solder le passif personnel qu'il avait avec Ndende. Oui. L'accord a été donné, c'est parti à la planification. La planification a fait son travail. Et le 1er décembre 2006, M. Tungui Paul, qui est aujourd'hui, je crois, ministre des Affaires étrangères, a pris une décision qui disait en substance qu'il dégageait une somme de 3 milliards et que cette somme serait gérée entièrement par le TPG. Et je vous demande de questionner monsieur, comment s'appelle-t-il, l'actuel ministre des Finances. Monsieur Blaise Douembé. Monsieur Blaise Douembé, qui était à l'époque trésorier payeur général. Oui. Pierre Mamboundou n'a fait que signer les conventions. J'ai des documents que je peux tenir à votre disposition pour démontrer que tous ceux qui ont voulu construire, je ne sais quelle espèce de dissipateur autour de Pierre Mamboundou, ben, c'était un pétard tout à fait mouillé, parce qu'en fait, ils n'ont pas la preuve que j'ai dissipé un seul centime, puisque je n'étais de loin, ni de près ni de loin, mêlé à la gestion, non pas de 11 milliards, mais de 3 milliards. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, où je vous parle, au moment où je vous parle, les entreprises n'ont encaissé que 2 milliards 600 millions. Et le Trésor public reste devoir à ces entreprises 400 millions. Jusqu'à présent, ce n'est pas payé. Marinette. Oui, avant de vous faire état de ma dernière préoccupation, M. Pierre Mamboundou, je voudrais d'abord vous remercier pour la considération que vous avez en ma modeste personne. Surtout pour les dames. Oui, vous avez fait montre de considération. Et puis, est-ce que on peut avoir, est-ce que le candidat peut dévoiler ses visées sur la bonne gouvernance? Mais vous savez qu'on dit que la loi est d'intérêt général. La bonne gouvernance est codifiée, madame. Comment on fait pour construire une route? On doit prendre une loi de finances. Dans la loi de finances, on doit prévoir un budget. Et on doit, après ceci, faire un appel d'offres. Après l'appel d'offres, on doit, comment dire, dépouiller les offres. On doit identifier quelqu'un. Le moins disant, meilleur rapport qualité-prix. Et après, ça roule. C'est ça la bonne gouvernance. Respecter les procédures, respecter la loi. Mais aujourd'hui, nous ne savons pas si la loi existe au Gabon. Comment ça? Comment ça? On va encore poser la question. Vous trouvez normal, monsieur, que la population gabonaise, je dis bien gabonaise, de 1 200 000
et qu'il y ait 800 et quelques mille électeurs. Vous trouvez ça normal? Ça veut dire que la loi n'a pas été respectée. Vous trouvez normal que la loi, par exemple, sur les élections, dise qu'il faudrait appeler le collège électoral avec un décret pris en Conseil des ministres, publié dans le journal officiel et d'annonce légale? Jusqu'à présent, on ne sait pas où se trouve ce décret. Vous trouvez ça normal, monsieur? Monsieur le Président, dans ces conditions, vous allez partir aux élections? Ben nous allons partir aux élections pour prouver que le peuple gabonais a vécu 42 ans. 42 ans, ça suffit. Ils veulent voir autre chose. Ils veulent voir d'autres programmes se mettre en place pour que ce pays ait un saut qualitatif. D'ailleurs, madame, le président de la République paie à son âme, mais il nous a laissé un discours mémorable, celui du 1er décembre 2007, où il fustigeait le clanisme, la baronnie, où il disait, quand on fait Terre Gabon, d'Africa numéro 1, du chemin de fer, hein, et j'en passe, où il disait d'ailleurs, ça devient un slogan, Dieu n'est pas content de ce que nous faisons du Gabon. Vous voyez, tout ça c'était prémonitoire. C'est pour cette raison d'ailleurs que je ne comprends pas comment le candidat du PDG fera pour convaincre je ne sais quelle espèce de Gabonais qui va oublier les 42 ans qui ont été fustigés par le président de la République lui-même. Ça y est. Voilà, monsieur Pierre Mamboundou, on vous a vu aller à la présidence de la République, remettre au défunt chef de l'État une Bible. Quelle était cette signification? Je vous remercie de cette question, monsieur. Généralement, la nature humaine, lorsqu'elle est dans l'opulence, dans l'aisance, presque dans l'insouciance, oublie, malheureusement, qu'il y a un créateur. Il oublie ça. Et c'est généralement lorsqu'on est dans la difficulté, dans la contrariété, dans le malheur comme c'était le cas, qu'on se souvient quand même qu'il y a un être supérieur qu'on appelle Dieu. Confiant et convaincu du fait que ce livre qu'on appelle la Bible est un livre de réconfort, un livre de soutien, de résurgence, de renaissance. Alors j'ai estimé que pour un compatriote qui est dans une situation difficile, perdre son épouse, on ne le méritera, on le dira, on ne le souhaitera jamais à personne, quelle que soit l'animosité qu'on a vis-à-vis d'un autre. Le président de la République adorait son épouse. Et c'est quelqu'un que j'ai côtoyé pendant cette période. Je sais comment c'était difficile pour lui, comment c'était dur. Alors j'ai estimé, oui, en âme et conscience, que c'est là qu'il devait trouver le réconfort indispensable. Parce que la Bible, c'est un livre qui doit être lu par tout le monde. D'ailleurs, j'ai dit au président de la République que je sais que vous êtes musulman. Mais tout en sachant que vous êtes musulman, j'ai la conviction que la Bible va vous apporter le réconfort. Monsieur Pierre Mamboundou, ce n'est pas une polémique que je vais engager, mais il faut quand même qu'on vous pose la question pour mieux éclaircir les populations gabonaises qui vous regardent en ce moment. Les populations gabonaises ne comprennent pas le rapprochement que vous avez eu avec le bord de mer. Est-ce que c'était stratégique? Est-ce que c'était, ça avait une autre signification? Alors, vous me donnez l'occasion là de dire un peu les circonstances, en peu de mots. Le 21 mars, c'était un lundi, pendant que j'étais en train de prier au siège de mon parti avec des pasteurs, on m'annonce une descente des forces de sécurité et de défense. Je n'y ai pas cru. Mais qu'est-ce que j'ai fait? On a continué à prier. Jusque quand on a vu arriver des unités cagoulées et qui ont investi le siège de mon parti. Ils cherchaient, paraît-il, des armes. De guerre, s'il vous plaît. Ils ont trouvé que dalle. Ils ont trouvé rien du tout.
Ils ont été obligés d'aller chercher ces armes aux alentours pour essayer de justifier. Mais le mal était fait pour eux. J'ai dû fuir pour aller à l'ambassade de l'Afrique du Sud, mais en passant par les bas-fonds. En passant par les bas-fonds. Et je dois ici rendre hommage au conseiller militaire de l'ambassade des États-Unis qui m'a sauvé la vie. Et je suis allé pendant 1 mois exilé en Afrique du Sud. Et comme c'est le cas dans ces situations-là, évidemment, la diplomatie internationale s'est mise en branle. Des chefs d'État, et dont des moindres, je ne donnerai pas les noms, qui ont favorisé la rencontre avec Omar Bongo et moi-même. J'ai ici le secrétaire général de l'UPG, et qui a dû me convaincre avec d'autres pendant 72 heures pour accepter le principe d'aller à la présidence. Parce que figurez-vous, ils avaient programmé l'exil en Afrique du Sud de Pierre Mamundou. Ils avaient programmé la dissolution du parti. Ils avaient programmé la levée des fonctions de maire de Ndendé, sans raison aucune. Évidemment, l'instinct de survie politique, le refus d'un 2e exil, monsieur. Parce que, souvenez-vous, j'étais 3 ans et demi en exil à Dakar. Alors j'ai dû me résoudre à aller rencontrer le président de la République, en présence de M. Baobab d'ailleurs, qui aujourd'hui fait dans l'opposition, le ministre Ndemezo, il n'y a que le ministre Ali qui n'était pas là. En présence de M. le Premier ministre d'ailleurs, qui est aussi aujourd'hui dans l'opposition. Enfin, j'espère. Alors, puis, de fil en aiguille, on a discuté, il y a eu les accords d'Arambo, on a quand même vu des choses pas négligeables. Le procès verbal que nous refusait depuis des années. Les enveloppes accolées, je crois qu'il y a quelqu'un qui en a parlé hier ici, il s'approprie un peu cela, bon c'est pas grave, le narcissisme c'est quelque chose qu'il connaît bien. Bon, alors il se trouve que depuis cette date, oui monsieur, je fréquentais le président de la République. Il faut rappeler que j'ai dû être convaincu aussi avant cette date par quelqu'un qui est dans cette salle, qui s'appelle Louis Gaston Meillet, à qui j'ai opposé de fin de non-recevoir. Je ne voulais pas aller à la présidence de la République. Et Louis Gaston, qui est dans cette salle, était un de ceux qui insistaient pour que ce fût le cas. Et depuis cette date du 19 avril, j'ai commencé à fréquenter le président de la République. J'ai modestement apporté une contribution aussi dans le traitement et l'examen de certains dossiers d'État. Mais je n'en parlerai pas. D'accord. Eh bien, on ne va pas vous obliger à en parler. Juste une dernière préoccupation avant de passer à l'économie. La cravate rouge. Quelle est la signification? Parce que vous me chahutiez tout à l'heure en entrant ici. Une antienne, monsieur. Je me suis déjà expliqué là-dessus. Je suis chrétien. J'ai foi dans le sang de Jésus. Qui soigne, qui guérit, qui protège, qui sanctifie. Et d'ailleurs, j'espère que ce sang de Jésus fera en sorte que le 30 août, ce soit désormais l'univers de Dieu, l'univers du Seigneur qu'on appellera le Gabon. C'est votre vœu. Alors, Monsieur Pierre Mamboundou, vous avez dans ce programme de gouvernement cette synthèse que vous nous avez fait parvenir, plutôt donnée ce matin. Vous avez également pensé à l'économie. L'économie qui fait partie justement de vos préoccupations lorsque vous serez élu le 30 août prochain. On va voir tout cela avec Martial Tchibinda qui va vous interroger là-dessus. Monsieur Pierre Mamboundou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur le candidat, c'est un programme fourni. Excusez-moi, monsieur le président. Monsieur le président. Merci. Voilà. Nous vous le concédons. Monsieur le Président, c'est donc un programme fourni que nous avons eu ce matin, notamment pour la partie qui me concerne, l'économie. Très certainement à la hauteur de vos ambitions sur le plan économique pour le Gabon. En revanche, à la différence du projet de 2005, vous avez tenu à ajouter un chapitre sur les matières premières. Est-ce à dire que ce n'était pas la préoccupation en 2005? Le candidat a mûri? Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il faudrait que je décline, que je souhaite que le pays qu'on appelle le Gabon soit géré économiquement sur le principe de l'économie mixte. C'est-à-dire? Qui, en fait, consolide la
cohabitation entre le secteur privé et le secteur public. L'actualité toute récente nous a démontré que le libéralisme à tout crin était dangereux. La situation même des pays africains nous commande devant l'inexistence des capitalistes africains, je veux dire des détenteurs de capitaux, nous commande que l'État, qui est le premier employeur, le premier client, le premier investisseur, puisse avoir toujours une place importante. Mais attention, il se développe dans le monde, et compte tenu du fait que le monde est un village planétaire, que les capitalistes étrangers puissent venir investir dans votre pays. En même temps que l'État peut être le premier investisseur, en même temps qu'il doit pouvoir aménager la législation pour permettre à l'investissement privé de prospérer dans notre pays. L'État, le premier investisseur, ça veut dire, j'ai cru comprendre que vous serez plutôt en faveur d'un État-providence, même si selon vous ça n'avait pas complètement disparu. C'est un slogan. L'État-providence. Alors, l'État-providence, c'est un slogan et c'est un raccourci qui ne veut pas dire grand-chose. Vous en pensez quoi? L'État-providence? Aujourd'hui, M. Barack Obama a été obligé de dégager des centaines de milliards de dollars pour aider des banques privées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Intervention de l'État. De l'État. Ah, c'est pour ça. Alors, a fortiori dans un pays en développement, où ceux qui ont de l'argent se cachent. D'ailleurs, je vais leur dire que demain, quand je serai président, je vous donnerai la possibilité d'investir dans votre pays. Vous parliez, s'il vous plaît, tout à l'heure, justement, en revenant sur le discours historique de feu président Omar Bongo Ondimba, des questions qu'il posait aux Gabonais, qu'il se posait, critiquant son régime. Disiez-vous, qu'avons-nous fait de telle société? Est-ce que justement ce regard de l'État que vous préconisez nous emmènerait ou nous ramenerait à une renationalisation des entreprises? La SEG privatisée? Société d'économie mixte. Ça veut dire une part de l'État et une part du privé en parfaite cohabitation. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, vous parlez de la SEG. Qu'est-ce que vous pensez de la privatisation actuelle? La SEG, Gabon Télécom Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que je constate, vous voulez dire? Et qu'est-ce que vous ferez? C'est un échec patent. Alors il ne faut plus recommencer cela. D'ailleurs, en ce qui concerne la SEG, je voudrais vous dire que de notre point de vue, la SEG est le bras, ou doit être le bras séculier de la politique sociale du gouvernement. Parce que l'eau et l'électricité ne doivent plus devenir un luxe. Pour cela, il faudrait que l'État se donne les moyens de cette politique. C'est-à-dire? J'entends recapitaliser la SEG. C'est-à-dire apporter de l'argent aux côtés du privé pour qu'ensemble, nous donnions la meilleure eau au meilleur prix aux Gabonais. Ça voudrait dire être plus regardant, avoir un regard sur... Plus que ça, être plus actif. Regardez la convention qui a été signée avec l'AEC, une convention de concession. On a dit à Veolia, vous allez investir à hauteur je crois, de 200 ou 300 milliards sur 25 ans. Bon, mais je ne vois rien, moi. Et d'ailleurs, je souhaiterais que Veolia comprenne que dans le nouveau régime de demain, l'État entend recapitaliser, mais en travaillant aussi avec Veolia. D'accord. Parce que Veolia a une expertise en matière de production et de distribution d'eau, mais n'a aucune compétence sur la production et la distribution d'électricité. Et comment allez-vous faire pour travailler avec Veolia? Si vous allez faire un appel d'offres, par exemple? Nous allons d'abord recapitaliser. C'est-à-dire augmenter le capital de la société. Voilà. Et puis on va ouvrir le capital différentiel aux partenaires. Alors vous ne songez pas... Veolia pour l'eau, n'importe qui d'autre pour l'électricité. D'accord, c'est là où j'allais en venir, diversifier, peut-être séparer l'eau de l'électricité, comme ça se passe dans certains pays. On n'a pas besoin de séparer. On a simplement besoin d'avoir des spécialistes de la production et de la distribution de l'eau d'un côté, des spécialistes de la distribution et de la production d'électricité de l'autre. Et recapitaliser également Gabon Télécom, par exemple? Gabon Télécom, mais c'est une escroquerie, monsieur. Doublée d'une violation intolérable de la loi.
Ça voudrait dire que... La loi dit ceci, en ce qui concerne Gabon Télécom, que le capital majoritaire doit être détenu par l'État, rien que l'État. Le différentiel doit être détenu par des Gabonais moraux ou des Gabonais de nationalité. Par exemple, pour ne pas le citer, si Maroc Télécom veut être dans le capital de Gabon Télécom, c'est son droit, mais que Maroc Télécom crée une société de droit gabonais au Gabon, et il participe tout naturellement au capital. Alors, mais il est interdit par la loi, monsieur, que le capital majoritaire soit détenu par un étranger, qu'il soit moral ou physique. Justement, on va en rester là. Monsieur le Président, si vous voulez bien, les agents de Gabon Télécom nous regardent aujourd'hui avec tout ce qu'il y a eu comme problème, on le sait, sur le Front social. Recapitaliser, par exemple, Gabon Télécom, l'État plus regardant, revenir à la majorité, est-ce que ça ne pousserait pas également l'État, enfin vous, si vous êtes élu, à rembourser justement, puisque ça a déjà été fait? D'abord, Maroc Télécom a payé quoi et combien? Je vous le demande. Posez-moi la question. Jusqu'à présent, l'Assemblée nationale ne sait pas combien Maroc Télécom a payé pour acheter Gabon Télécom. Alors personne ne sait. Ben, personne ne sait jusqu'à aujourd'hui. Et les députés sont restés quoi comme ça? Ben, je crois que vous avez été amnésique. Vous n'avez pas suivi les débats à l'Assemblée nationale? Non, monsieur le ministre des Finances actuel, monsieur, comment il s'appelle, Blaise Louembé. Blaise Louembé, qui a été interpellé par mes soins pour nous faire le point de la vente de Gabon Télécom. À ce jour, aucun bilan de vente n'est fait. À ce jour, monsieur. Alors, que ferez-vous dès que vous êtes élu pour ce genre de situation? Recapitaliser, monsieur. Tout simplement. Sans tenir compte des accords. Et faire le point, tout justement, de la situation. Parce que Gabon Télécom, c'est une société de souveraineté, monsieur. Tout à fait. Souveraineté veut dire fréquence militaire, fréquence aéronautique, communication privée et publique, contrôlée par un pays étranger. Alors, vous serez trouvez ça normal? Vous serez moins pour la privatisation des... Aujourd'hui, au Gabon, on ne parle pas de privatisation, on parle de société d'économie mixte. Du moins à l'ère de Pierre Bangoundou. Alors, revenons, s'il vous plaît, sur votre préoccupation par rapport aux matières premières. Et vous parlez également d'imposer la transformation des matières premières lorsque vous serez élu. Ce nouveau chapitre que nous avons introduit, c'était pour rassurer les opérateurs qui n'avaient pas une visibilité sur notre politique en matière d'exploitation des matières premières. Pour ne prendre que le cas du pétrole, il y a deux types de contrats. Il fut un temps, il y avait ce qu'on appelle les contrats de concession, consignés avec les opérateurs. Bail amphithéotique, 99 ans, et la contrepartie, c'était la fiscalité. Depuis un moment, ces contrats n'existent plus. Ils ont été remplacés par ce qu'on appelle les contrats d'exploration et de partage de production. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'État prend part au capital de l'entreprise en tant qu'actionnaire, en même temps qu'il demande des droits, des impôts. Et le troisième aspect, c'est que lorsque l'État est entreprise, il participe aux bénéfices en même temps qu'il participe aux charges. L'État, aujourd'hui, dans le cas de contrôle de contrat de partage de production, peut avoir une quote-part en fonction des contrats qu'il vend lui-même. Et l'argent qui résulte de cette vente rentre directement au trésor gabonais. Or, aujourd'hui, handicap majeur. L'État, du point de vue de la loi, n'a pas le droit de faire du commerce. Mais malheureusement, c'est reposer sur un privé qu'on appelle Pétroline. C'est une société privée. Est-ce que l'État contrôle, est-ce qu'il ne contrôle pas? Est-ce qu'il y a des actes contractuels entre cette société et l'État? Personne n'en sait rien. Mais nous, quelle est la solution que nous voulons apporter? Nous voulons créer une holding pétrolière, la gabonaise des pétroles,
4 missions. Mission d'exploration, mission d'exploitation, mission de distribution et mission de trading. En plus du pétrole, nous voulons élargir au gaz. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le Gabon est en train de devenir un pays gazier. Alors, à l'instar du pétrole, nous allons, en discussion avec les pétroliers, parce qu'il ne sera pas des dictats ni des décrets. Il faudra faire en sorte que les pétroliers, ensemble, les gaziers aussi, nous puissions faire évoluer les choses dans le bon sens. Le principe, c'est win-win. Vous, pétroliers, vous gagnez, moi aussi, en tant qu'État, je dois gagner. Alors, justement, par rapport à ce genre de coopération, gagnant-gagnant, on va dire, hein, même si on n'est pas dans la coopération au sens large, vous comptez lancer un nouveau genre de contrat avec les tiers. Comment est-ce que cela se Non, je ne voudrais pas lancer un nouveau genre de contrat. Je voudrais généraliser. Généraliser, c'est-à-dire le contrat d'exploration et de partage de production au secteur gaz. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une société qu'on appelle Perenco exploite du gaz qui permet à la SEG aujourd'hui de produire de l'électricité. Alors, nous voulons codifier l'exploitation de ce secteur. Mais alors, de manière plus générique, quels sont les types de contrats qu'un État devrait passer avec des tiers? Et nous en viendrons justement à parler... Mais il n'y a pas un contrat type, ça dépend des secteurs. Alors, parlons justement de ce qui concerne ce qui préoccupe les Gabonais aujourd'hui. Jadis, on parlait du chemin de fer et des retombées économiques. Aujourd'hui, on parle du gisement de fer de Belinga. Une escroquerie. Qu'est-ce que vous ferez? Une escroquerie, pourquoi d'abord? J'estime, pour avoir suivi ce dossier la parité de très près, que la première convention qui avait été signée avec les Chinois et qui créait la Comibel, compagnie minière de Belinga. Tenez-vous bien, 95% du capital détenu par les Chinois et 5% du capital détenu par le Gabon. C'était dans un premier temps, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Mais vous êtes pressé, monsieur. Alors nous avons vu ce contrat. Nous avons été choqués. Et nous avons demandé à être reçus par le président de la République. Et nous avons estimé que ce contrat était léonin. Et que le Gabon ne gagnait rien là-dedans. Sans oublier, monsieur, deuxième scandale qui existe jusqu'aujourd'hui, exonération totale. La Comibel ne paye pas l'impôt sur les sociétés, ne paye pas l'impôt sur le revenu, ne paye pas les IRPP, ne paye pas les droits de douane, ne paye pas la sécurité sociale. Oui, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire dès que vous accédez à... Réviser tout cela. Révision, monsieur. Ce sera facile? J'ajoute que les cadres gabonais, d'après la deuxième convention, parce qu'il y a eu quand même une deuxième convention qui a été signée, je crois, au mois d'octobre de l'année dernière ou l'année d'avant, où le capital est passé de 5% à 25%. Nous réclamions la minorité de blocage. Mais on n'a pas été entendu. D'accord. Alors je dis révision. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bon de donner l'exclusivité de l'exploitation d'un minerai à un seul pays. Ce minerai de fer a été découvert par les Français il y a quelque temps. On va les associer. Puis c'est eux qui ont vu le minerai de fer avant tout le monde. Alors maintenant qu'il faut comment dire, l'exploiter, on va les mettre de côté. Deuxièmement, il y a un aspect barrage. Vous avez entendu parler du drame du barrage de Yangtze? Oui, allez-y. Qui a explosé. Quel drame? Ce qui a jeté, je dirais, la suspicion sur la compétence chinoise en matière de barrage. Alors pour éviter tout cela, chacun doit avoir sa place. Et que les compétences reconnues doivent s'exprimer. C'est pour ça que j'estime que
La révision de cette convention doit aller dans le sens de l'implication de toutes les compétences pour que chacun à sa place gagne ce qui lui revient. D'accord. Monsieur le Président, autre préoccupation des Gabonais, on avait déjà subi une première dévaluation. Aujourd'hui, on est dans un contexte de crise mondiale. On a un tout petit peu peur, vu que déjà, en ce moment, le panier de la ménagère souffre. Hein. Qu'est-ce que vous comptez faire pour prévenir ou bien pour mettre des garde-fous sur le plan économique pour que... L'enfer, ce n'est pas toujours les autres, monsieur. L'enfer, c'est d'abord nous-mêmes. Vous trouvez normal qu'on soit resté des années durant avec un SMIC à 44 000? C'est pour cela que l'ancien chef de l'État a monté à 80 000? J'y ai un peu contribué, monsieur. D'accord. J'y ai un peu contribué. Malheureusement, j'ai été écouté aux 3/4. Et je pense que vous êtes plutôt parce que j'estime, monsieur, que dans un pays, il y a le public, il y a le privé. Évidemment, le public peut prendre des décisions politiques. C'est son devoir. Mais que fait le privé? Aujourd'hui, dans notre pays, il y a un SMIC à 2 vitesses. Parce que simplement, si c'était facile de mettre un SMIC à 80 000 au niveau du public, mais au niveau du privé, les gens n'ont pas pris en considération toutes les charges récurrentes. Et comme vous le savez, ça n'a quasiment servi à rien, puisque les prix également ont augmenté. Une fois de plus, je n'ai pas été écouté. Économie parce libérale. que j'ai proposé des mesures d'accompagnement. La loi de l'offre et la demande. Lesquelles? Mais les mesures d'accompagnement, c'était dans un premier temps le contrôle des prix. D'accord. Ce serait la solution. Dans un deuxième temps, il fallait revoir les circuits de distribution. C'est le grand problème dans ce pays. Et l'État? Quand un sac de riz arrive ici, par où passe-t-il? Nous avons ce qu'on appelle les centrales d'achat. Le Bénin, le Cameroun, le Togo, la Côte d'Ivoire, tout le monde achète à la même centrale d'achat. Comment expliquez-vous que le même sac de riz qui est acheté à la même centrale d'achat, il coûte 3 fois plus cher au Gabon par rapport à la Côte d'Ivoire, par rapport au Bénin, par rapport au Togo? Ce serait lié à quoi, selon vous? Ce serait lié, entre autres, à la parafiscalité. Voilà. Alors, parlons-en justement. La fiscalité. Tout justement. Trop d'impôts, tu l'impôt. Il faudra faire en sorte, parce que je vais vous étonner, monsieur, la parafiscalité est codifiée. Ce sont des textes qui sont pris dans les ministères pour permettre à tel ministère de prendre telle taxe sur telle chose. Que comptez-vous faire concrètement? Mais tout justement, supprimer la parafiscalité. Carrément. Carrément. Parce que c'est anormal qu'un sac de riz qu'on achète dans le même magasin, rendu au Gabon, il coûte 3 fois plus cher qu'au Sénégal ou qu'en Côte d'Ivoire. Et ce serait la solution? Une des solutions. La révision du circuit de distribution. Alors, autre préoccupation des Gabonais. Alors, 9000 km de routes à revêtir. Et vous le savez, à peu près 10% financés par l'Union européenne. Ce sera ma dernière préoccupation. Pierre Mamboundou, demain, président de la République, quelle stratégie pour bitumer nos routes? Ce qui veut dire que nous allons pouvoir utiliser en même temps les compétences et regarder les coûts de facteurs. Dans un kilomètre de route, vous avez le sable, vous avez le gravier, vous avez le ciment et autres, qu'il s'agisse de la couche de base, de la couche de forme ou de la couche de roulement. Alors dans ces conditions, il faut faire en sorte que tous les intrants coûtent le moins cher possible à celui qui fabrique la route. Si l'État gabonais, comme ce sera notre cas, décide de faire plein feu sur les routes, mais pourquoi facturerait-il le gravier à celui qui construit la route? Parce que la route, il ne la vend pas. C'est les Gabonais qui circulent là-dessus. Alors, on peut faire une péréquation sur le gravier, sur le sable, sur le ciment. Et par rapport à ces chantiers, les entreprises gabonaises seraient priorisées ou prioritaires, puisqu'on sait qu'il y a souvent ce problème de marché public. Comment ça va se passer par appel d'offres? Que ferez-vous des entreprises gabonaises Bien, juste par qui nous regardent en ce moment? Le principe est simple. Il y a dans ce pays une direction générale des marchés. Les procédures existent. On les utilisera. Même que
quand on veut aller vite, la loi prévoit que quand on veut aller vite, on demande les autorisations. Article 43 du Code des marchés. Martial, c'est la dernière préoccupation. C'était la dernière. Merci, Monsieur le Président. Bien. Alors, Monsieur le Président, vous avez parlé de péréquation. Vous savez, c'est des termes un peu savants. Je souhaiterais quand même que vous soyez un peu plus explicite pour que le Gabonais moyen vous écoute très bien et qu'il sache exactement ce que vous voulez dire par péréquation. Oui, alors je parlais de péréquation. Pourquoi? Parce que lorsque le président a pris la décision politique d'augmenter le SMIC à 80 000, j'estimais qu'il y avait une dépense indue vis-à-vis de l'entreprise. Alors, il fallait, dans ce cas-là, aller vers l'entreprise avec un certain nombre de solutions. La première solution, c'était un abattement de l'ordre de 5% sur l'IS, l'impôt sur les sociétés, qui est aujourd'hui de 35%. La deuxième chose, c'est la péréquation sur les charges sociales. Voir comment l'État peut prendre une partie des charges sociales pour permettre à l'entreprise de ne pas fermer les portes. Et la troisième chose que je disais à l'époque, c'est qu'on pouvait examiner la proposition qui pourrait être faite par l'entreprise en question pour que les charges, non pas indues, mais non prévues, qui étaient imposées par la décision politique, soient supportables pour l'entreprise, tout simplement. Alors, votre programme de gouvernement est également un programme espoir, c'est ce que vous mettez dans ce fascicule que vous nous avez donné. Eh bien, dedans, on regroupe également le social. Et le social, on va voir ce que vous réservez aux Gabonais au lendemain du 30 août 2009. C'est avec Martine Piti. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, la première préoccupation est la suivante. La moyenne nationale de redoublement dans le primaire est de l'ordre de 35% et un peu plus de 30% dans le secondaire. Concrètement, si vous êtes élu demain... Quand je serai. Voilà, qu'allez-vous faire pour y remédier? Le problème de l'enseignement est un problème important. J'ai l'avantage d'avoir dans le groupe l'un de ceux, sinon celui, qui a dans ce pays organisé ce qu'on appelait les États généraux de l'éducation nationale. Nous avons là matière à réfléchir. Mais ce problème est un problème complexe parce que l'échec scolaire a beaucoup de facteurs. Lesquels? La situation des familles, les classes pléthoriques, les enseignants pas très bien formés. Alors tout ceci forme un faisceau de conditions qui font que, in fine, de situations qui font que, in fine, il y a l'échec. Pendant que nous réfléchirons sur l'organisation en profondeur de l'éducation nationale, je dis éducation nationale qui part du pré-primaire au supérieur, alors il faudra quand même prendre quelques mesures ponctuelles. Lesquelles, par exemple? Par exemple, il faudrait redonner à tous les enfants gabonais la chance de reprendre un nouveau départ. Et ça va se passer comment, concrètement? Concrètement, dès l'année prochaine, par exemple, ceux qui ont des bourses, ils auront leur bourse comme s'ils n'avaient jamais échoué. Aussi bien dans le primaire que dans le supérieur, que dans le secondaire, que dans le supérieur. Les bourses, vous allez les attribuer à tous, à tous les élèves? À tous, comme étant une mesure d'encouragement. À tous. Comme s'ils venaient pour la première fois à l'école. Et tout cela supporté par le budget de l'État? Par le budget de l'État. C'est pour cette raison, monsieur. Et combien vous mettrez justement? C'est pour cette raison que nous pensons qu'il faut faire des économies. Supprimer les institutions inutiles. Vous les connaissez, madame? Non, mais c'est pas... Alors, j'estime qu'il faut faire toutes les économies possibles et imaginables pour essayer d'atteindre cet objectif. Par exemple, mieux organiser la collecte de l'impôt. Par exemple, supprimer les 82 caisses parallèles, parce que dans le principe administratif,
il y a ce qu'on appelle l'unicité des caisses. Or, aujourd'hui, il y a entre 80 et 82 caisses parallèles. Cet argent ne rentre jamais au trésor. C'est autant de dispersion et de déperdition. Martine. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut espérer l'école cadeau demain? C'est un raccourci avec lequel je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Oui, les enfants en âge scolaire ne paieront pas la scolarité. Mais l'école cadeau, ce n'est pas ce que je dis. Et vous, vous dites Parce quoi? que ce n'est pas mon assertion, ce n'est pas mon entendement. Et vous dites quoi, Monsieur le Président? Les enfants en âge de scolarisation auront la gratuité des fournitures scolaires. D'accord. Alors, on va avancer avec la formation professionnelle. Près de 3500 élèves abandonnent les études avant la classe de CM2. Que comptez-vous faire pour ces jeunes déscolarisés? Agence d'insertion et de réinsertion. Agence gabonaise d'insertion et de réinsertion. Cela veut dire quoi? Oui. Tous ceux qui sont sortis du circuit scolaire classique, grossir les rangs de tous les drogués et autres, Ouais. alors on va les reprendre en charge. Et ça va se passer comment? Les reprendre en charge comment? Par secteur. Identification des secteurs demandeurs de main-d'œuvre. Au bout du compte, il y a la formation. Un peu comme ça se passait à l'époque du lycée technique. Quand on a mis Comilogue à l'époque, les gens qui allaient au lycée technique, après leur lycée technique, immédiatement ils allaient à Comilogue. Il n'y avait pas de chômeurs. C'était un peu cela que je voulais répondre. Vous voyez, il y a des secteurs où ce ne sont que nos frères étrangers qui trônent là-dedans. Tout ce qui concerne la restauration, par exemple. Les petits métiers. Je ne dis pas les petits métiers, je dis les métiers nobles tels que la restauration. Ce ne sont que des étrangers. Ouais. La boulangerie, la pâtisserie, la viennoiserie, il n'y a que des étrangers. Ouais. Alors pourquoi les Gabonais ne seraient pas formés dans ces secteurs pour que tout justement ils trouvent du travail? C'est dans l'agence gabonaise de formation. D'insertion et de réinsertion. Alors, insertion pour les jeunes qui sont sortis du circuit classique. Mais réinsertion aussi pour ceux qui avaient du travail, mais qui ne peuvent plus travailler parce que les technologies ont évolué. Je prends un exemple trivial. La bureautique. Une jeune femme qui a fait sa formation de secrétariat simplement sur les machines mécaniques. Il n'a pas fait du traitement de texte. Maintenant, avec le site Internet, on est obligé de rentrer et ainsi de suite. Alors, cette personne est disqualifiée, puisque toutes les entreprises sont dans le traitement de texte, sont dans le site Internet, ainsi de suite. Alors, ces personnes doivent être recyclées pour être réinsérées dans le monde du travail. Monsieur Pierre Mamondou, vous savez qu'il y a le phénomène d'enfants de rue. Ces enfants qui sont presque oubliés par tout le monde. Comment allez-vous faire justement pour vous occuper de ceux-là? Allez-vous les identifier et comment ça va se passer? Tout justement, ces enfants qui sont les enfants de la rue doivent être non seulement identifiés, mais que, en relation avec les associations caritatives, nous allons trouver ensemble la solution. Ça ne se décrète pas, parce qu'il y a des problèmes de psychologie. Donc les associations caritatives vont nous être d'une grande utilité pour essayer de réinsérer ces enfants dans le circuit normal de la vie. Martine. Monsieur le Président, on va parler des questions liées à la santé. Une fois élu, que ferez-vous pour garantir justement la santé des Gabonais? Bien, je vous ai dit, aujourd'hui, au Gabon, nous sommes à peu près 1 200 000 habitants. Gabonais, j'entends. Mais 1 500 000 en ajoutant les étrangers. Aujourd'hui, j'ai l'avantage d'avoir dans le regroupement un éminent professeur de médecine. Et c'est tout bénéfice pour nous. La réflexion que nous avons engagée a pour objectif soigner les Gabonais de telle sorte qu'ils soient pris, j'allais dire, de manière ontologique, c'est-à-dire entièrement et complètement. De telle sorte que l'école aille bien. Parce que quand on est en mauvaise santé, on va nulle part. Tout à fait. Première chose que nous voulons faire, nous allons supprimer sur l'étendue du territoire
la consultation payante. La deuxième chose que nous voulons faire, c'est tout faire pour que les soins de santé de base soient gratuits. Je dis bien soins de santé de base. Qu'est-ce que vous entendez par soins de santé de base qui ne nécessitent pas un véritable plateau technique? Parce que vous savez très bien que vous avez l'hôpital, le CHU, l'hôpital départemental, provincial, départemental, le dispensaire, ainsi de suite. Les plateaux techniques, c'est le matériel dont a besoin chaque structure n'est pas le même. Donc, il y a un certain nombre de soins de santé de base qui ne nécessitent pas un plateau technique important, donc dispendieux. Alors, ces soins-là seront dispensés gratuitement. Alors, Monsieur le Président, peut-être dernière question. Comment entendez-vous régler la problématique de la prolifération des entités médicales à but lucratif? Ce débat s'oppose à nous. Aujourd'hui, on a tendance à opposer la médecine privée avec la médecine publique. Nous estimons que la priorité d'un gouvernement, c'est d'améliorer le secteur public de santé. La deuxième priorité, c'est de codifier l'ouverture des formations sanitaires privées et imposer les normes de prolongation des soins. C'est là la solution. Il faudra que l'inspection, par exemple, qui sera mise en place pour regarder quelles sont les structures de santé privées. Est-ce que la qualité de soins est suivie? Est-ce que les normes sont qu'on nous aurons édictées? Parce que ce n'est pas seulement au Gabon. Partout ailleurs, il y a des normes. Alors, est-ce que les normes sont respectées? Et si ces normes ne sont pas respectées, fermeture. Il en est même pour le secteur de l'éducation. Il ne s'agit pas de savoir parler français pour comment dire, ouvrir une école. Ça peut être simplement du franc-anglais. Merci, Alors, monsieur. Voilà. Vous remerciez le président Pierre Mamboundou de l'UPG et candidat donc du ACR. Bien, monsieur Pierre Mamboundou, il y a une autre rubrique, il s'agit de la culture et du sport. Nous savons que vous êtes vous-même un grand as de la culture. Vous allez nous dire, avec Tide de Nicomo, ce que vous prévoyez justement pour ce domaine. Tide? Oui, la question lui a été posée. Bonsoir. Pour répondre à la question de Mathieu, monsieur le Président. On dit toujours que la culture, c'est ce qui reste quand on ne sait plus rien. Mais aujourd'hui, l'acception culture a une connotation plus large. Elle passe par la connaissance, elle passe aussi par les supports culturels, elle passe aussi par tout ce qui est historique. Or, aujourd'hui, il est important de savoir que la culture, comme le sport aujourd'hui, c'est aussi une industrie. C'est pour cette raison qu'il faut, dans un premier temps, identifier, je dirais, tous les éléments de la culture gabonaise. Après les avoir identifiés, collationnés, les répertorier et surtout les protéger. Nous avons aujourd'hui la possibilité de le faire avec le dispositif numérique. Nous sommes la civilisation de l'oralité, mais nous avons un certain nombre de choses qui sont vraiment des vecteurs de notre culture. Alors, il faut tout faire pour les inventorier et pour les identifier de telle sorte qu'on puisse les protéger. Et sur ce point-là, on peut ajouter que la situation de ceux qui, par exemple, sont les tenants des œuvres de l'esprit, qui sont aujourd'hui à la portion congrue, ils n'ont aucune sécurisation, aucune protection. Les droits d'auteur. Les droits d'auteur, monsieur. Oui, comment allez-vous faire? Tout justement, je crois savoir qu'à une époque, il y avait dans ce pays une structure qui était l'équivalent de la Société des auteurs-compositeurs d'édition musicale, la SACEM. Il faudrait réanimer la SACEM, l'élargir aux autres œuvres,
pour que celui qui écrit, celui qui compose une édition musicale, puisse vivre de son art et faire en sorte qu'il y ait un véritable contrôle de l'utilisation. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut, composer une chanson, elle se retrouve dans les bistrots, il n'a rien au bout. Alors, il est important, tout justement, de lui donner la possibilité de vivre de son art. Et de ce point de vue-là, nous savons que tout est possible, pourvu qu'il y en ait la volonté. Et parmi ces instruments, vous avez parlé de vecteurs, je crois, de vecteurs importants par rapport à la vulgarisation de notre culture. Il y a la langue. Quelle sera la place de la langue dans ce processus? Pendant 10 ans, monsieur, à l'Agence de coopération culturelle et technique, j'ai travaillé pour la protection des langues nationales. Alors, quand le moment sera venu, je pense que nous démontrerons que nous avons compris que la langue, qui est un vecteur culturel, doit être protégée. Je vais plus loin. Qu'il faudrait que dans ce pays, les chercheurs, les linguistes puissent travailler pour que nous ayons un véhicule national. C'est pour cette raison que dans les structures que nous avons, la structure gouvernementale que nous allons mettre en place, il y aura un ministère de la recherche et de la technologie. Je n'ai pas dit recherche scientifique, j'ai dit recherche. Parce qu'il y aura recherche linguistique, recherche scientifique, recherche juridique, recherche de toute nature. Et là, les linguistes auraient tous bien leur place pour essayer de nous trouver une espèce d'espéranto national qui pourrait être utilisé partout. C'est quoi l'espéranto national? Et vous ne comprenez pas très... Vous utilisez des termes un peu savants, monsieur Pierre Mamboundou. Soyez un peu plus proche de ce que j'appelle l'espéranto national, c'est un véhicule national. L'espéranto, pour les gens qui le savent, c'était une langue qui avait été inventée ailleurs. Mais je dis espéranto national, c'est pour dire une langue, un véhicule national qui peut parler du nord au sud et d'est en ouest. Et vous êtes sûr, monsieur le président, que nos enfants vont emprunter ce véhicule face à la position de la télévision aujourd'hui, de la langue française? Mais tout justement, le devoir du gouvernement, c'est de protéger sa culture. C'est vrai que ici, à la télévision, vous avez une régie où on peut freiner les choses. Mais maintenant, avec les paraboles, il n'y a plus de régie finale. Mais donc le gouvernement a tout à fait l'obligation, je dirais impérieuse, de protéger la culture nationale, ou les cultures nationales, qui sont généralement véhiculées par les langues nationales. Et comme ça, comment appréciez-vous un peu le genre de rencontre où deux Gabonais au Sénégal ou en France se mettent à parler la langue française? Mais je l'ai presque dit qu'heureusement qu'il y a la langue nationale, la langue française. Parce que si elle n'existait pas, je ne sais pas comment ferions-nous pour nous entendre. Et pourtant, nous avons près de 52 langues nationales. Il y a un phénomène historique, monsieur. Sur Lingala, le Swahili, le Munukutuba, parce que historiquement, cette langue s'est constituée, c'est un véhicule national. C'était presque naturel, mais nous, dès que nous avons été colonisés, nous avons adopté, sans coup férir. Mais comme tout est à reconstruire, alors comment on va faire? Mais c'est pour ça que je vous dis, on va prendre un peu l'importance de la recherche en matière linguistique. Ça ne sort pas comme ça. C'est pour ça qu'on a des chercheurs. Ils réfléchissent pour savoir comment trouver un véhicule national qui est pratiquement le trait d'union de toutes les 52 ethnies auxquelles vous faites allusion. Et dans le cas du choix d'une ethnie, alors ça va se passer. Je ne parle pas du choix d'une ethnie, je parle du choix d'un véhicule national qui serait utilisé par toutes les ethnies. Je ne dis pas que c'est une langue qu'on va choisir, mais ça, c'est les chercheurs qui vont nous donner la direction. Chacun son travail, monsieur. Oui, et maintenant, la vulgarisation se fera comment, monsieur le président? Dans les établissements, avec les acteurs de cinéma? Dès lors qu'on aura trouvé le véhicule national, qu'on leur a donné une norme, et cette norme sera dispensée sous forme de cours. Sous forme de cours, dans les établissements? Évidemment. Et à la maison, ce ne sera pas possible? Pourquoi pas? Vous avez entendu parler, je ne sais pas quel âge vous avez entendu parler du cours des adultes à l'époque?
Vous êtes sûr qu'on va revenir un peu à cette logique? Mais pourquoi pas, monsieur? Et la mondialisation impose à nos enfants d'autres réalités. C'est ce qui fait peur. Vous savez, c'est une assertion qui est juste, mais qui n'est pas toujours soutenable. Comment expliquez-vous que le Japon, qui est un des pays les plus modernes du monde, mais qui garde ses traditions, eux aussi, ils n'ont pas d'antenne parabolique, c'est eux qui les fabriquent. Comment expliquez-vous ça? Mais c'est justement le rôle que vous allez jouer en tant que chef d'État. Merci, monsieur. Voilà, volonté politique. Vos électeurs vous appellent là-dessus, volonté politique, monsieur. Volonté politique. Tout ce que l'État décide de faire et donne les moyens, ça se fait. Et vous allez mettre à l'écart les acteurs de cinéma pour vous aider dans le processus de cet apprentissage. On va beaucoup plus utiliser les acteurs de cinéma, tout justement. Les communicateurs, par exemple. On va utiliser les acteurs de cinéma, tout justement, pour que le vecteur national, le véhicule national soit utilisé, y compris au cinéma. Est-ce qu'ils vous suivront? La préférence nationale. Vous êtes sûr qu'ils vous suivront, eux qui se plaignent des droits d'auteur? Volonté politique, monsieur. Bien. On va évoluer, peut-être avec le sport. Avec le sport, certainement, pour parler des jeunes qui s'alimentent. On les trouve un peu partout à Libreville et dans l'arrière-pays. Il n'y a plus d'aire de jeu, Monsieur le Président. C'est regrettable, monsieur. D'abord, il faut savoir que notre pays, de ce point de vue-là, a fait plusieurs années de bond en arrière. À notre époque, il y avait des équipes de chauffeurs, des équipes de tailleurs, des équipes de cuisiniers qui jouaient au football. Maintenant, ça n'existe plus. Et même alors comment faire? Villages. Il faut donc créer les moyens de l'exercice du sport, de masse. Si dans chaque chef-lieu de province, on peut avoir un stade qui réunit les basketteurs, qui réunit les handballeurs, qui réunit tous les sports, y compris le football, au sortir de là, vous aurez des gens qui vont faire du sport d'élite. Avec à côté de ces structures des écoles dans chaque province aussi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce sera aussi une activité privée. Attention, je ne dis pas que ça deviendra l'Union soviétique d'il y a quelques années. Hein. On ne va pas mettre des kolkhozes et des sovkhozes. On va simplement faire en sorte que le privé puisse s'exprimer en bonne intelligence avec le public. Il faudrait que ce mariage de raison soit une réalité dans notre pays. Il faut simplement rappeler que les kolkhozes et les sovkhozes, c'est une idéologie des pays de l'Est. Donc, Monsieur Permamondou, les Gabonais ont une préoccupation très sérieuse par rapport à l'organisation de la CAN. Ils me demandent tous de poser cette question à tous les candidats au présidentiel. Est-ce que vous leur promettez ce rêve? Vous savez, de ce point de vue-là, l'Union du peuple gabonais, que mes collègues me pardonnent de faire allusion à ce parti, parce que ce n'est pas de ce parti qu'il s'agit, mais je pourrais quand même prendre référence à nos réactions au sujet de la CAN 2012. Avant de commencer sur ce point, je voudrais d'abord rendre hommage à notre pays frère qui est à côté, qu'on appelle la Guinée. Guinée équatoriale. Guinée équatoriale. Voilà un pays qui, au moment où je vous parle, est prêt à recevoir la CAN. Parce que toutes ces infrastructures sont prêtes. Maintenant, lorsqu'on regarde notre pays, au départ, on avait prévu un budget de 80 milliards pour organiser conjointement la CAN. Au moment où je vous parle, il y aurait un budget de 350 milliards. Donc on a multiplié ce budget par 4. Mais qu'est-ce qui justifie cette augmentation? Je n'ai pas encore vu le premier coup de pioche des nouveaux stades. Et vous savez que dans ce cas, il faut un nouvel aéroport. Il faut des éléments de sécurité. Il faut. Et généralement,
2 ans avant le jour J, on doit procéder à l'expérimentation des installations. Regardez ce qui se passe en Afrique du Sud. On fait des tournois pour roder les stades. Mais 2012, c'est demain. Je n'ai pas encore vu le premier coup de pioche, sauf si vous, la presse, vous êtes tellement informés que vous me direz non, à tel endroit. C'est le candidat Mamboundou qui nous donne aussi des informations. Mais moi, je vous dis que je ne suis pas informé. Et quand vous serez élu le 30 août, qu'est-ce que vous allez faire? Je confesse que, de ce point de vue-là, je suis le plus mal formé. Alors, donc la CAN, pour vous, ce n'est pas possible? La CAN, pour nous, est sujette à caution, sauf si le gouvernement nous donne les assurances que ça se fera. Bien. Alors, non pas des assurances théoriques, ou pour nous faire patienter, pour nous dire à la fin, bon, nous avons eu telle situation, telle situation. De toute façon, vous allez avoir un bon héritage si vous êtes élu le 30 août prochain, M. Pierre. J'espère que les PDGistes ne vous entendent pas. Ben, écoutez, ça c'est votre bagarre entre eux et vous, mais les Gabonais vous attendent le 30 août prochain si vous êtes élu. Hein. Alors, on va parler de la diplomatie, et vous, comme vous le disiez tantôt, vous avez réservé une part importante pour cette diplomatie. Alors on va voir avec Sylvestre Mundunga ce qu'il prévoit justement en termes de questions pour vos réponses face à ce secteur, M. Pierre Mamboundou. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Quels sont les défis à venir de la diplomatie gabonaise? Les défis à venir. En d'autres termes, quel redéploiement allez-vous faire de cette diplomatie? D'abord, je voudrais dire que le prochain ministère ne s'appellera pas ministère des Affaires étrangères. Il s'appellera ministère des Relations extérieures. Parce que tous ceux qui sont à l'extérieur du Gabon ne sont pas des étrangers pour nous. Simplement, ils sont à l'extérieur de notre pays et notre inclination profonde est d'avoir des relations à la fois de bon voisinage, de bonne intelligence, parce que le monde est devenu un village planétaire, les problèmes de l'un sont les problèmes de l'autre, donc il faut consolider, disons, le traitement commun des problèmes. En ce qui concerne, je dirais, l'Afrique, je suis africaniste. Je voudrais tout justement que l'Afrique reste ou soit continentale. C'est-à-dire que les limites extérieures de l'Afrique soient les seules qui vaillent. Utopique, me direz-vous. Mais vous savez, quand Kwame Nkrumah, avec le groupe de Casablanca, réfléchissait à l'époque déjà sur cette question, on les a pris pour des gens qui n'avaient pas... Mais Kwame Nkrumah, c'était avant. Là, on est multipolaire, les intérêts ont changé. C'est l'histoire, monsieur, c'est l'histoire. Vous me dites que je dis des choses pour qu'on comprenne mieux, qu'on sache que l'Union africaine, qui a aujourd'hui, c'est le résultat de plusieurs réflexions avant nous. Mais Monsieur le Président, qu'est-ce que vous donnez justement comme contenu à cette Union africaine? Mais le contenu est déjà donné. Une monnaie unique. Qui tarde à se matérialiser. Une monnaie unique, un parlement unique, une armée unique et des frontières, que je dis, continentales. À l'horizon de quelle année vous pensez que l'Union africaine aura de longue haleine, monsieur. L'Union européenne a commencé par la CECA. Et aujourd'hui, l'Union européenne, c'est une réalité. Il y a un marché unique, il y a une monnaie unique, il y a un parlement unique. Sachez qu'aujourd'hui, en ce qui concerne l'Union africaine, il y a un parlement africain. Oui, nous le savons. Bon, donc nous avons fait du chemin. Et chaque chose a sa peine. De nombreux pays résistent encore à la tentation de céder leur souveraineté à l'Union africaine. Est-ce que vous pensez que nous allons vaincre cette difficulté dans quelques années? Vous savez que lorsqu'on parle de souveraineté, généralement ça me fait un peu sourire. Pourquoi? Alors je vais vous faire la démonstration. Quand les Américains, les pays développés ont leurs satellites au-dessus de nos têtes, est-ce qu'ils nous demandent l'autorisation pour filmer ce qui est dans le sol? Mais quand est-ce que vous... Est-ce que
les satellites des pays étrangers qui sont au-dessus de nos têtes nous demandent l'autorisation de filmer notre sous-sol? La réponse c'est non. Alors quand on parle de souveraineté, il faut être un peu circonspect. Demain, vous êtes président du Gabon. Êtes-vous prêt à devenir un simple gouverneur de l'Union africaine? C'est pas ce qui est dit. Et que deviendrait alors... Lorsque je regarde, est-ce que vous pensez que M. Sarkozy est un simple gouverneur de l'Union africaine et de l'Union européenne? Donc tout est calqué sur l'Europe. Tout est calqué non pas sur l'Europe, sur les regroupements qui sont utiles. Vous trouvez que l'Afrique aujourd'hui ne compte que pour 3% sur le marché mondial. 3. Ou au plus 4. Alors, il faut faire en sorte que les efforts nous amènent à plus que 3, à plus que 4 pour compter dans le monde. Mais comment justement? Tout justement par le regroupement, par la conjonction des efforts, par le partage de la recherche, par le partage de la formation, par le partage de la technologie. Justement, le Gabon fait partie en même temps de la CEMAC et de la CEAC. N'estimez-vous pas que c'est trop lourd à gérer? De proche en proche. C'est-à-dire? Quand vous ne pouvez pas convaincre dans votre famille, est-ce que vous pouvez convaincre dans le village? Quel est l'outil exactement qui va nous amener à l'intégration? Est-ce la CEMAC ou la CEAC? Mais c'est d'abord la CEAC. C'est-à-dire les 4 pays de l'Afrique centrale. Là. La CEMAC. Ils commencent par s'entendre entre eux, et de proche en proche. Parce qu'effectivement, vous avez raison. Les résistances sont importantes. Parce que tous, nous n'avons pas la même compréhension de ce qui se fait. Nous avons encore quelques égocentrismes, quelques narcissismes qui font que on regarde d'abord notre nombril, même si au bout du compte, c'est suicidaire. Monsieur le Président... Regardez, en Afrique centrale, nous sommes combien de millions? Le Gabon, 1,5 million. Le Congo, 3 millions. 3 millions. Le Cameroun, à peu près 17-18 millions. La République centrale, la Guinée équatoriale, ainsi de suite. Regardez, le marché, il était triqué. Est-ce que vous pouvez avoir des investissements qui rapportent avec un marché qui ne consomme pas l'essentiel de l'investissement? Justement, Monsieur le Président, en matière d'intégration régionale, le NEPAD, parlons-en. Quelle analyse faites-vous aujourd'hui de son fonctionnement? Le NEPAD était une démarche, vous savez, à l'époque, qui était menée par le président Thabo Mbeki, le président sénégalais Abdoulaye Wade et puis d'autres présidents. Bien, l'avantage de cette démarche était qu'on associait aussi les investisseurs privés dans cette démarche pour que ce ne soit pas seulement que les États. Il se trouve que cette idée, malheureusement, a vécu. Il y a quelques couacs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la redynamiser? Il fallait d'abord essayer, et puis certainement que les chefs d'État en question vont faire une sorte de bilan pour voir pourquoi ce n'est pas allé plus loin que là. Pour sortir un peu de l'Afrique, Monsieur le Président, vous appelez l'ONU à s'impliquer un peu plus dans le maintien de la paix dans le monde. Nous savons que notre pays n'a jamais participé à des opérations onusiennes. Que feriez-vous, vous, Président de la République, au soir du 30 août, pour doter l'armée gabonaise de moyens pour participer à ce genre de mission? D'abord, vous me donnez l'occasion, là, de préciser ma pensée. Je rêve, non pas d'un nouvel ordre mondial, mais d'un nouvel ordre international. Qu'est-ce à dire? Ce nouvel ordre international est un ordre qui privilégie les organisations internationales. J'espère que vous avez compris pourquoi. Parce que dans une organisation internationale, c'est un pays, une voix. C'est vrai qu'il y a les vétos. Mais au moins, le débat, il est large. Alors que le nouvel ordre mondial, qui à l'époque était avancé par un certain nombre de pays étrangers puissants, essayait de consolider la prééminence d'une ou de deux puissances mondiales. La place de l'armée gabonaise dans ces opérations de maintien de la paix, quels moyens?
D'abord, avant de parler de la place de l'armée gabonaise dans le maintien de la paix, il faut que l'armée gabonaise existe par elle-même dans son pays. Il faudrait amener tout justement à faire respecter dans ce pays les normes militaires. Pour qu'on ait un général de division, c'est-à-dire de brigade, c'est-à-dire 2 étoiles, il faut avoir 29 000 hommes. Or, il se trouve que dans notre pays, toutes les forces confondues, on n'a pas 25 000 hommes. Mais pourtant, nous avons des généraux qui ont 5 étoiles. Il faut revenir aux normes. C'est vrai que c'était un problème. C'est vrai que c'est une situation qu'on trouve. Mais il n'y a pas de situation sans solution. Il faut d'abord que l'armée gabonaise soit une armée aux normes. Et je voudrais saisir l'occasion pour féliciter toutes les forces de sécurité et de défense qui sont aujourd'hui les garants de la stabilité dans notre pays, de la protection de la transition. Et alors, avec ce déficit de population militaire, qu'est-ce que vous pouvez faire face à cette situation? Tout justement, je voudrais restaurer ou réinstaurer l'armée de métier. Deuxièmement, je voudrais instaurer la conscription, c'est-à-dire que les jeunes gabonais en âge de scolarisation doivent aller faire quelques mois de formation le service militaire. Troisièmement, je voudrais faire respecter ce qu'on appelle la carrière militaire. Quatrièmement, je voudrais changer de stratégie de défense dans ce pays. Je n'irai pas plus loin. Actuellement, nous avons 9 Mirages. Je ne sais pas où ils se trouvent. Mais je suis beaucoup plus pour une tactique, une défense tactique qui se fonde sur l'utilisation des hélicoptères de combat. Compte tenu de la configuration de notre pays, compte tenu des distances, compte tenu de la géographie, compte tenu de la morphologie, de la géomorphologie, je pense qu'il faut utiliser les hélicoptères de combat au lieu d'utiliser les Mirages. Monsieur le Président, pour revenir un peu à la CAN, nous savons tous que l'affaire de l'île Mbagné avait terni quelque peu les relations entre la Guinée équatoriale et le Gabon. Est-ce que cette CAN que nous pensions organiser n'aurait pas pu restaurer un peu l'amitié entre les deux chefs d'État et les deux peuples? Mais vous avez un mot malheureux. Restaurer l'amitié, ça veut dire qu'il n'y a plus d'amitié. Non, je voulais dire la booster un peu plus. C'est pas la même chose. J'estime que la Guinée équatoriale et le Gabon sont des pays frères. Il n'y a pas encore de guerre entre ces deux pays. Heureusement. Alors, tout justement, on s'en félicite. Alors, quand il y a des incompréhensions, il faut tout faire pour que ces incompréhensions s'estompent. Et ce sera notre objectif, avec tous les pays limitrophes, en particulier. Donc nous ne sommes pas en guerre avec qui que ce soit. D'ailleurs, ce qui a constitué à l'époque ma divergence au niveau de la sémantique entre le président de la République et moi-même. Lui parlait de paix, je parlais moi de stabilité. Parce qu'il n'y a jamais eu de guerre dans ce pays. D'ailleurs, j'appelle l'attention de tous les candidats que ce pays est un pays de stabilité. Qu'il n'est pas bon de créer les conditions d'une déstabilisation qui peut nous amener à plus loin. Apparemment, Monsieur le Président, vous allez y revenir dans votre conclusion. Nous avons encore quelques aspects de la coopération à examiner. Je vous en prie, monsieur. On parle de plus en plus des accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Quelle est d'abord la position du Gabon par rapport à ce dossier? Vous la connaissez, puisque tout ceci sont les pendants de l'OMC. Vous savez que l'Organisation mondiale du commerce avait en son temps estimé que dans quelques années, il fallait que les barrières douanières tombent. Il faut savoir que dans le budget gabonais, la douane rapporte entre 350 et 400 milliards chaque année en tant que recette douanière. Alors imaginez que la douane, que les produits étrangers rentrent
facilement sans payer la douane. C'est 400 milliards de manque à gagner. Maintenant, en ce qui concerne l'accord de partenariat économique, là aussi, nous estimons que c'était un marché de dupes. Heureusement que de ce point de vue-là, le gouvernement gabonais n'a pas encore signé les APE, sauf si je me trompe. Ils n'ont pas encore signé les APE. Donc ils sont encore en négociation. De toute façon, nous, quand on va arriver, nous regardons les choses d'un peu plus près. M. Moussa Faki, qui est un des spécialistes de ces dossiers. Vous voyez que dans ce regroupement, ce n'est pas un regroupement par hasard. Il y a beaucoup de techniciens, de spécialistes là-dedans. Pensez-vous arriver à un rapport de gagnant-gagnant dans ces APE? L'objectif, avec tous les partenaires, c'est gagnant-gagnant. Si avant ça se passait autrement, à partir de dimanche, ça se passera gagnant-gagnant. Merci, Monsieur le Président. Voilà, puisqu'il nous reste encore quelques minutes, Monsieur le Président, vous pouvez les consacrer à moi, à quelques petites préoccupations, bien entendu, que chacun d'eux va vous poser certainement une dernière question. Mais revenons un peu à notre diplomatie à proprement parler. Vous savez que dans le temps, il y avait les conférences des ambassadeurs. Voilà, les conférences des ambassadeurs. Alors, au Gabon, la dernière qui a été tenue, c'était en 2004. Est-ce que vous entendez entretenir déjà le principe? Vous me donnez l'occasion, là, peut-être de préciser deux ou trois petites choses. Je vous en prie. Il faudrait que tous les Gabonais sachent que lorsque le Gabon a passé des accords avec n'importe quel pays, il y a une structure qu'on appelle la commission mixte paritaire, à l'intérieur de laquelle tout se négocie. C'est une première chose. En ce qui concerne, disons, l'organisation de la diplomatie gabonaise, je suis pour une diplomatie, comment dire, juridictionnelle. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'un ambassadeur accrédité à Paris peut avoir juridiction sur plusieurs pays pour économiser l'argent, pour être plus efficace, de telle sorte que on n'envoie pas n'importe qui, n'importe où. Parce qu'un ambassadeur, c'est comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui est le vecteur des valeurs de son pays. C'est pas quelqu'un qui a envie d'aller se faire soigner aux États-Unis, puis on l'envoie ambassadeur à Washington. C'est une innovation que vous apportez. Enfin, pas une innovation. J'espère que ce n'est pas une innovation. C'est simplement la logique. Alors, vous ferez... Nous ne voulons faire des économies. Parce que l'objectif est de faire et du social et du développement. Alors, si on peut faire une diplomatie efficace en dépensant le moins d'argent possible, alors allons-y. Alors, comment vous feriez votre redéploiement, justement, de la diplomatie gabonaise? 3 principes. Premier principe, c'est que tous les pays limitrophes du Gabon doivent avoir un ambassadeur. Deuxième principe, c'est que on choisira des grandes métropoles où l'ambassadeur accrédité à Paris, par exemple, a juridiction sur tel pays. Je vois quelqu'un qui sourit parce qu'il sait de quoi je parle. Comment il s'appelle, Benito, que je vois au fond là-bas. Il sait ces choses-là. Je vous dis, c'est pas un regroupement, comment dire, isentrope. C'est un regroupement de techniciens, de spécialistes. Quand nous allons parler de ces choses-là, évidemment, nous allons le faire en toute connaissance de cause. Oui, Marinette. Monsieur le Président, je reprendrai la parole pour avoir votre point de vue par rapport au fait des institutions culturelles. Pour parler précisément du mariage coutumier, qui reste l'un des atouts pour la culture gabonaise. Actuellement, cette institution tend à disparaître au profit de la culture occidentale. J'aimerais avoir votre point de vue. Qu'est-ce que vous entendez faire de cette institution? La faire disparaître? Si vous voulez la protéger, comment entendez-vous la protéger? Vous savez que ce problème est un problème extrêmement sensible. C'est un problème à la fois culturel, sensible, et il faut le traiter avec beaucoup de dextérité. Ce débat est déjà arrivé à l'Assemblée nationale. Nous avons estimé qu'il faudrait impliquer les anthropologues
pour voir comment faire, parce que c'est sensible. C'est aussi un domaine culturel extrêmement sensible, bien sûr, qui tient compte à la fois des susceptibilités, ainsi de suite. Nous ne voulons pas déchirer le tissu social gabonais. Alors pour traiter de ce problème, il vaut mieux prendre le temps pour que le moment venu, on fasse en sorte que toutes les cultures soient sauves et qu'un, je dirais, un dénominateur minimum commun soit obtenu pour que chacun y trouve son compte. Oui, une dernière préoccupation. Hein. Oui, Marinette, on va quand même laisser tout le monde faire le tour. Bon, on vous cède la parole puisque M. Pierre Mamboundou vous a fait la fleur tout à l'heure d'honorer les dames. On vous fait également la même fleur, puisque le temps est... Merci Mathieu. Je reviendrai sur la modernisation des institutions constitutionnelles. Bon, enfin, je préciserai la Constitution. Le président Mamboundou a dénoncé un certain nombre de faits concernant cette Constitution. Malheureusement, il n'a pas été précis sur la modernisation que vous entendez apporter à cette Constitution-là, premièrement. Et vous avez également parlé de la dissolution du Sénat. Vous n'avez pas également donné des raisons qui vous amènent à dissoudre ça. Vous avez simplement dit que ça pourrait amener le peuple gabonais à faire des économies. Est-ce que c'est simplement pour des raisons économiques que vous voulez dissoudre, que vous voulez supprimer cette chambre? Vous savez, malheureusement, nous sommes un peu plombés par la culture que nous avons. Lorsqu'on regarde le Sénat français, qui a été mis en place, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait la royauté, la bourgeoisie et le tiers-État. Ceux qui ont fait la Révolution française de 1789, ce sont les bourgeois et le tiers-État. Et lorsque la République est née, on a créé une deuxième chambre pour prendre en considération l'existence de la bourgeoisie. Est-ce que c'est ça l'histoire de votre Sénat au Gabon? Surabondamment, je dirais que du point de vue de la procédure législative, le texte que traite le Sénat doit être préalablement traité et adopté par l'Assemblée nationale. Et si en deuxième lecture, ce texte n'est pas adopté en des termes identiques, la Constitution dit qu'il faudrait qu'il y ait une commission mixte paritaire pour que le Sénat et l'Assemblée nationale trouvent un texte consensuel. Et si par extraordinaire, ce texte consensuel n'est pas trouvé, c'est le texte de l'Assemblée nationale qui est in fine retenu. Alors pourquoi allonger toute cette procédure, dépenser autant d'argent alors qu'on a besoin de faire du social, au moins pour cet instant-là? Bien. Monsieur Pierre Mamboundou, merci pour cette précision que vous venez de donner à la question de Marinette Ngonga. On vous laisse juste 1 minute et demie pour un dernier mot à l'endroit de vos électeurs. Je voudrais demander aux Gabonais qui m'ont suivi aujourd'hui. Je voudrais leur demander qu'ils comprennent que le PDG est en lambeaux. Qu'ils comprennent que le PDG n'a plus de discours. D'ailleurs, ce discours, il a été qualifié lui-même par le président de la République, qui vient de le laisser tomber, qui vient de partir. Alors, ceux qui représentent aujourd'hui l'alternance, qui représentent le changement, qui représentent la remise en vie du pays, c'est l'Alliance. J'ai vu, il y a beaucoup de candidats, c'est vrai. Mais ils se réclament de quelle politique? Ils se réclament du changement? Mais beaucoup d'entre eux ont travaillé des années durant, ils n'ont pas pu changer. C'est maintenant qu'ils le peuvent? La réponse, c'est non. C'est pour ça que l'alliance que nous avons mise en place a pris en compte tout ceci, a pris en compte le désir de changement du peuple gabonais. Et d'ailleurs, a pris en compte le fait que
le peuple gabonais souhaitait qu'il y ait un seul candidat. Bien, seule l'Alliance l'a obtenu. Donc seule l'Alliance doit pouvoir obtenir la majorité des suffrages du peuple gabonais qui espère qu'avec l'Alliance, le Gabon va faire un saut qualitatif, va enfin matérialiser la rupture qui a été prônée dans le discours du 1er décembre 2007 par le président de la République qui nous a quittés. Donc, chers compatriotes, le dimanche, il s'agit de votre avenir, il s'agit de l'avenir de vos enfants, il s'agit du pays. Oui, il y a des candidats qui ont beaucoup d'argent, d'ailleurs, qui le démontrent. Mais depuis que cet argent est déversé, vous avez toujours, comme on dit, les pieds dans la merde. Alors dimanche, sortez définitivement vos jambes de la merde pour que le Gabon, notre pays, soit un autre Gabon, celui des Gabonais, celui que Dieu souhaite pour les Gabonais. Je voudrais vous remercier, chers compatriotes, que Dieu protège notre pays. Voilà, merci Monsieur Pierre Mamboundou. À présent, nous allons vous inviter, nous allons faire appel à l'hôtesse qui va vous prier de venir sur cette estrade, ou plutôt ce pupitre, pour signer le livre d'or, comme l'ont fait déjà vos prédécesseurs, c'est-à-dire les autres candidats qui briguent les suffrages universels ou plutôt les suffrages des populations gabonaises. Je rappelle déjà que nous recevrons tout à l'heure Bienvenu Moro Nguema, qui est donc le deuxième candidat à être reçu. Pierre Mamboundou occupait la 10e position, alors que M. Bienvenu Moro Nguema, lui, sera donc le 11e candidat que nous allons recevoir sur ce plan. On va demander à l'hôtesse donc de vous conduire à votre place, et puis elle va nous apporter donc ce livre d'or pour que nous découvrions ensemble ce que M. Pierre Mamboundou, candidat à l'élection présidentielle du 30 août prochain, a pu donc inscrire en lettres d'or sur ce livre d'or également. Merci, madame. Alors, Pierre Mamboundou dit ceci: que Dieu protège notre pays et le sorte de la misère par l'élection du candidat de l'Alliance, signé Pierre Mamboundou. Voilà, madame, messieurs, c'est ainsi que prend fin cette première émission tout à l'heure. Tout de suite, donc, à 22h30, je veux dire, nous allons recevoir donc le candidat Bienvenu Moro Nguema pour